2024. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 5 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Nous commençons par les titres. Deuil national de 2 jours au Niger après la mort de 69 personnes dans une attaque djihadiste présumée dans la région de Tillabéri, près du Mali. Guinée, la junte accuse des partis politiques de chercher à troubler l'ordre public et lance des mises en garde. Au Mali, le Parlement de transition demande la suspension des poursuites contre l'un de ses vice-présidents, Issa Kaoundim. En Éthiopie, le gouvernement affirme mener une guerre existentielle face aux rebelles tigréens. Au Soudan, l'armée ordonne la libération de 4 ministres et annonce la formation imminente d'un gouvernement. En Afrique du Sud, l'ANC enregistre son pire score électoral depuis la fin de l'apartheid, avec moins de 50% au municipal. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Niger, une attaque attribuée à des hommes armés non identifiés a fait 69 morts mardi dans la région de Tillabéri, près du Mali. Parmi les victimes, un élu local. Le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours qui débute ce vendredi. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa. Selon le communiqué officiel du gouvernement lu à la télévision publique, c'est une délégation de ressortissants de la commune rurale de Bani Bangou, avec à sa tête le maire qui est tombé dans une embuscade tendue par des bandits armés non encore identifiés à une 50aine de kilomètres de la dite localité. De sources locales indiquent que cette délégation était en fait à la recherche d'un présumé complice de groupes terroristes signalés dans la zone. Des 84 membres de cette délégation, 69 sont décédés, dont le maire. Le bilan est provisoire selon le gouvernement et de vastes opérations de ratissage sont en cours. 2 jours de deuil national au cours desquels les drapeaux seront mis en berne ont été décrétés. L'année 2021 sera une année meurtrière pour Bani Bangou, localité située dans la partie nigérienne de la zone dite des 3 frontières. Elle est en effet régulièrement attaquée par des groupes armés non étatiques et leurs cibles sont principalement les populations civiles. L'ONU a dénombré de centaines de personnes civiles tuées par des groupes armés non étatiques. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. En Guinée, les militaires au pouvoir, depuis le 5 septembre, ont accusé hier des partis politiques et des activistes d'agissements visant, je cite, à troubler l'ordre public et la paix sociale, saper la paix et la quiétude des Guinéens et porter préjudice à la transition apaisée en cours. Fin de citation. Sans donner plus de précisions sur l'identité des partis et des activistes qui l'accusent, le CNRD met en garde ceux qui refusent de s'inscrire dans la démarche de dialogue consensuel et assure qu'il prendra toutes les dispositions régaliennes pour assurer leur sécurité. Au Mali, pendant ce temps, le CNT, Conseil national de la transition, l'organe législatif mis en place par les militaires après leur putsch de 2020, a demandé hier la suspension des poursuites et la libération d'un de ses vice-présidents en détention, Issa Kaoundim, en attendant la décision du tribunal l'ayant jugé pour trouble à l'ordre public. 2 syndicats de magistrats ont, dans un communiqué publié hier soir, rappelé le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, gage d'une justice forte. Il s'agit d'une rare manifestation de dissension entre le CNT, installé en décembre 2020, et les autres organes du pouvoir, tous contrôlés par la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. L'ONU a fermement condamné jeudi ce qu'elle a appelé l'attaque inacceptable menée lundi contre des casques bleus égyptiens en Centrafrique par la garde du président Faustin Archange Touadéra, réclamant une enquête sur ces événements afin que les auteurs répondent rapidement de leurs actes. Le secrétaire général Antonio Guterres a rappelé que les attaques contre les soldats de
de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre, selon un communiqué de son porte-parole Stéphane Dujarric. Les services du président Faustin Archange Touadéra ont justifié ces tirs en accusant les militaires égyptiens d'avoir pris des photos de la résidence du chef de l'État, ce qui est interdit, et d'avoir refusé d'arrêter leur véhicule. En Éthiopie, le gouvernement affirme qu'il ne va pas reculer dans ce qu'il a appelé la guerre existentielle face aux rebelles tigréens qui menacent de marcher sur Addis Abeba, la capitale. Précision de John Linden. Le TPLF et ses marionnettes sont en train d'être encerclés par les forces gouvernementales, a affirmé le gouvernement éthiopien dans un communiqué au ton belliqueux, dénonçant une propagande étrangère favorable aux rebelles. Nous menons une guerre existentielle, a-t-il lancé dans ce communiqué, suite aux déclarations du Premier ministre Abiy Ahmed, accusant les rebelles tigréens de vouloir détruire le pays. Le Parlement a approuvé l'état d'urgence décrété par le gouvernement sur l'ensemble du territoire. Les autorités éthiopiennes ont demandé aux habitants de la capitale de s'organiser pour défendre la ville. Un an, jour pour jour après l'envoi de l'armée fédérale au Tigré, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré affirment avoir progressé jusqu'à quelques centaines de kilomètres d'Addis Abeba. Cette progression rebelle inquiète l'USAID, l'agence humanitaire des États-Unis, car plus de 400 000 personnes sont au bord de la famine au Tigré. Au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné hier la libération de 4 ministres arrêtés le jour du coup d'État, le 25 octobre, sur fond d'efforts internationaux accrus pour remettre sur les rails la transition démocratique. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est d'ailleurs entretenu jeudi avec le général Burhan, le pressant de restaurer le gouvernement mené par des civils, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. Oui, monsieur Blinken a demandé au général Burhan de libérer immédiatement toutes les personnes politiques détenues depuis le 25 octobre et a retourné à un dialogue ramenant le premier ministre Hamdok dans ses fonctions. L'armée soudanaise avait auparavant annoncé la formation imminente d'un gouvernement. En Afrique du Sud, l'ANC, parti au pouvoir depuis 27 ans, a enregistré son pire score électoral. Il est passé pour la première fois sous la barre des 50% lors des élections municipales, dont les résultats ont été proclamés hier jeudi. Le point avec Jean-Roger Billon. L'ANC a recueilli 46,04% des voix, a annoncé la commission électorale, le plus mauvais résultat pour le parti de Nelson Mandela, qui a remporté tous les scrutins depuis les premières élections démocratiques en 1994. Le peuple a parlé, a déclaré le président Cyril Ramaphosa, aussi patron de l'ANC, dans un discours immédiatement après les résultats. Il a présenté des excuses pour les erreurs passées et fait la promesse de nettoyer le parti. La participation a été faible, 47% de quelques 26 millions d'inscrits se sont déplacés pour choisir les représentants de quelques 250 municipalités. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a aussi perdu des points. Les combattants pour la liberté de Julius Malema ont stagné aux alentours de 10%. Un jeune parti à tendance plutôt libérale qui s'attaque sans complexe à l'immigration, Action SA, pourrait devenir le faiseur de roi. Ce mouvement créé il y a un an par un millionnaire noir, Herman Mashaba, a gagné du terrain dans les grandes villes comme Johannesburg. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le jury sélectionné pour juger 3 hommes blancs accusés du meurtre d'un jeune noir, Armand Arbery, est vivement contesté. Les Africains-Américains ont tous, sauf un, été écartés du panel. La partie civile et la défense démarrent leurs arguments ce vendredi, Abdulrahman Dia. L'avocat Ben Crump, spécialiste des dossiers de violence contre les Africains-Américains, a estimé que le processus de sélection est scandaleux, dénonçant un effort cynique pour aider des tueurs à échapper à la justice. La mère d'Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones, s'est dite choquée. Le 18 octobre, 1 millier de jurés potentiels
ont été convoqués par le tribunal de Brunswick qui doit juger cette affaire emblématique du mouvement Black Lives Matter. Après plus de 2 semaines d'interrogatoires serrés, 64 candidats, dont une douzaine d'Africains-Américains, ont été présélectionnés, reflétant la composition raciale du comté. Mercredi, les avocats des accusés ont toutefois fait usage de leur droit de récusation pour écarter du jury toutes les personnes noires, sauf une. Le 23 février 2020, Ahmaud Arbery, 25 ans, faisait un jogging à Brunswick, en Géorgie, quand il a été pourchassé par 3 hommes blancs, dont un ancien policier blanc et son fils qu'il a abattu après une altercation. Le projet des grands plans d'investissement du président Joe Biden sera soumis au vote de la Chambre des représentants ce vendredi, après des mois d'intenses tractations et des querelles intestines chez les démocrates. Toujours aux États-Unis, des dizaines de millions de salariés devront être vaccinés contre le Covid-19 d'ici au 4 janvier, sous peine de devoir se soumettre à des tests réguliers, a annoncé hier l'administration Biden. L'OMS s'est alarmée jeudi du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 observé actuellement en Europe, qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires d'ici février. La Minute Éco, Rosine Mounezero. Le FMI a entamé des discussions avec la Zambie sur un nouveau programme d'aide, mais le calendrier pour parvenir à un accord pour ce pays criblé de dettes n'est pas clair, a déclaré Gary Rice, porte-parole du FMI. Le gouvernement zambien affirme qu'il est impératif d'obtenir ce financement pour l'aider à faire face à sa dette écrasante qui a gonflé à 14,7 milliards de dollars et a provoqué le défaut de paiement pendant la pandémie. Les pays membres de l'OPEP ont décidé jeudi de limiter la hausse de leur production à 400 000 barils par jour en décembre, malgré l'insistance des pays consommateurs qui appelaient à un geste plus important pour tempérer la hausse des prix. Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, en charge du pétrole, a insisté jeudi sur la menace du Covid-19 qui plane toujours sur la demande de pétrole. À la COP26 à Glasgow, ABS, Hyundai Heavy Industries et Korea Shipbuilding and Offshore Engineering ont annoncé 2 projets phares ayant trait à la production d'hydrogène vert et à la capture et au stockage de carbone en haute mer, 2 technologies primordiales pour atteindre la consommation énergétique net zéro. L'hydrogène vert est un carburant entièrement obtenu à partir de sources d'énergie renouvelables. Seul 1% du combustible hydrogène est actuellement produit de la sorte. Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour à tous. L'acte 8 du Tour cycliste international du Faso se dispute aujourd'hui entre Koubri et Pau, 122 km. Hier, c'était une épreuve de course contre la montre, courue entre Koupela et Zorgo, 33 km. Le Maroc s'est imposé devant Tim Kibag de la Suisse et l'Algérie. Temps mis 33 minutes 37 secondes. Conséquence, Hamza Yassine de l'Algérie a perdu le maillot jaune. Il est désormais porté par le Marocain El Kouraji Moussine qui a maintenant 16 secondes de mieux que Hamza Yassine. Je suis très heureux pour gagner aujourd'hui l'étape et gagner le maillot jaune. Mais il y a 3 étapes encore pour gagner le tour. Mais moi, je travaille bien avec l'équipe pour gagner, Inch'Allah, le tour. Le maillot jaune marocain El Kouraji Moussine pour le coureur burkinabé Mathias Sorgo. La bataille se mènera jusqu'au bout. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de personnes et pas mal. Ceux qui seront nombreux seront à quelques secondes du maillot. Donc tout est encore jouable. Il nous reste 3 étapes. On va continuer tant qu'on ne franchit pas la ligne de la dernière étape. Mathias Sorgo, cycliste burkinabé. Football, l'attaquant ivoirien de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a demandé à ne pas être convoqué avec sa sélection pour les 2 prochains matchs de qualification pour le Mondial 2022. Zaha m'a envoyé un message pour dire que chaque fois qu'il vient en équipe nationale, il rentre malade. Il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre car il veut réfléchir à son avenir international, explique le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel. Le coach de la Côte d'Ivoire a retenu 25 joueurs pour affronter le Mozambique le 13 novembre et le Cameroun le 16 novembre. Ultime match de la phase de poule des qualifications pour le Mondial 2022. Les négociations entre le club qatari Al Sadd et le FC Barcelone pour faire revenir l'ancienne gloire Xavi sur le banc catalan
sont entrés dans leur phase finale, indique une source proche des négociations. Une délégation du Barça est arrivée mercredi à Doha afin de convaincre les dirigeants d'Al Sadd de céder leur entraîneur en poste depuis 2019 et sous contrat jusqu'en 2023. L'accord en cours de discussion est qu'Al Sadd annule la clause et en retour, le FC Barcelone donne son accord pour jouer un match amical avec le club qatari à Doha, ainsi que la participation d'Al Sadd au Trophée Gamper, match amical de gala organisé annuellement à Barcelone. Selon cette source, lesté de problèmes financiers et auteur d'un début de saison catastrophique, le Barça s'est séparé de son entraîneur néerlandais Ronald Koeman. Xavi, champion du monde en 2010, a déclaré mercredi avoir hâte de rentrer à la maison, malgré la volonté du directeur général d'Al Sadd, Turki Al-Ali, de le conserver. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Éthiopie, le conflit qui oppose les anciens gouvernants tigréens du TPLF à la coalition du Premier ministre Abiy Ahmed continue à s'étendre dans le pays. Un an après le début du conflit au Tigré, le pays s'enlise dans la guerre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a promis mercredi de noyer dans leur sang les rebelles du Tigré, alors que ces derniers ont décidé de marcher sur Addis Abeba. Jean-Roger Bion a joint à Paris Gérard Prunier, ancien chercheur au CNRS en France. Ce qui n'a pas marché, c'est que le corps de combat tigréen, c'est l'ancienne armée éthiopienne. C'est-à-dire que pendant toute la période où les Tigréens étaient au pouvoir, l'armée éthiopienne était à 80% composée de Tigréens. Donc ils ont déserté, ils sont passés du côté de la rébellion, ils sont bien entraînés, ils sont bien équipés, donc ils gagnent la guerre. Alors la communauté internationale semble être prise de coup ou prise par surprise par ce conflit et elle n'a aucune emprise sur les perspectives de résolution. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est très simple. Personne ne contrôle Abiy du côté gouvernemental, personne ne contrôle Satkan Gebretensai du côté rebelle. Donc la communauté internationale, comme on dit vulgairement en français, peut aller se faire cuire un œuf. Abiy, lui, il n'a plus de soutien international. En plus, il est désespéré. C'est un kamikaze, il ira jusqu'au bout. Peut-être qu'il finira en mourant, d'ailleurs. Mais pour le moment, les seuls qui pourraient avoir une influence sur lui sont les Chinois. Ils ont investi beaucoup d'argent et ils ont une base militaire à Djibouti, qui est la seule du continent africain, où ils ont 5000 hommes et des blindés. Alors, les rebelles tigréens ont promis de marcher sur Addis Abeba. Y a-t-il une option pour la paix ? Non, aucune. Eh bien, parce que pour la paix, il n'y a que deux possibilités. Ou vous avez vous-même une intervention militaire et vous tirez sur les gens que vous voulez arrêter. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de soldats étrangers qui vont s'immiscer dans ces combats. Ou bien, vous avez une possibilité de pression diplomatique et économique et vous dites, je vous demande de faire cela, sinon il y aura des sanctions. C'est ce qu'on dit. Mais au point où on en est, plus personne n'est sensible aux sanctions. Les rebelles tigréens s'approvisionnent à l'étranger, je ne dirais pas comment ni avec qui, et le gouvernement, lui, utilise les ressources qu'il a. C'est d'ailleurs pourquoi il va tomber, parce qu'à l'heure actuelle, il n'a plus de ressources. Joint à Paris, Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique. En République démocratique du Congo, après que le Parlement a entériné la désignation des membres de la Commission électorale nationale et indépendante, puis l'investiture de son bureau par le président Félix Tshisekedi, la question de la CENI continue de diviser la classe politique. Ses détracteurs accusent le président de l'Assemblée nationale de faire du forcing. Marius Mahunga a recueilli la réaction de Mbosso Kodia Pouanga, président de l'Assemblée nationale. Je peux vous affirmer, sans crainte d'être contredit, que la procédure est légale. Elle a été régulière, elle est prévue d'ailleurs dans la loi organique par l'article 12.
de la dite loi. Et cet article 12 dit quoi? L'article 12 dit que la plénière de l'Assemblée nationale met en place une commission paritaire pour examiner le dossier des candidats désignés par le composante. Et les conclusions de cette commission paritaire sont soumises à la délibération de la plénière de l'Assemblée nationale. Et la plénière est compétente pour entériner les candidats désignés par les différentes composantes. Et c'est ce qui a été fait. Le 6 de ce mois, il y a une partie de l'opposition et aussi de membres de l'Union sacrée, donc je parle de l'ensemble de Moïse Katumbi et d'autres confessions religieuses, qui vont marcher pour s'exprimer sur la façon à laquelle les choix des animateurs de la CENI a été fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette marche? C'est un exercice démocratique. Je n'ai pas d'avis sincèrement à donner. C'est un exercice démocratique. Nous verrons s'il y aura des gens ou il n'y aura pas des gens. Alors, parmi ceux qui vont manifester, donc, je parlais tout à l'heure de Ensemble de Moïse Katumbi, qui fait partie de l'Union sacrée. Est-ce que vous ne craignez pas que ceci crée une crispation au sein de votre groupe politique qui peut amener au départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée? Je ne peux pas faire un procès d'intention aux membres de l'ensemble qui sont jusqu'à la preuve du contraire dans l'Union sacrée, parce que je n'ai pas entendu une déclaration de leur part de prendre une part active à cette marche. Je ne crois pas. Je crois avoir lu dans les réseaux sociaux qu'ils ne sont pas concernés par cette marche. J'ai appris, c'est ce que j'ai lu. Nous savons qu'ils se sont joints, ils vont se joindre à l'opposition parce que vous savez qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon à laquelle les choses se sont passées à la CENI. C'est pour ça qu'ils vont manifester. Et vous ne craignez pas que ça crée des crispations dans votre propre groupe politique? La liberté est garantie au sein de l'Union sacrée. La liberté est garantie, mais quand on a pris des engagements, il faut s'assumer jusqu'au bout. Il ne faut pas jouer un double jeu quand on est membre d'une famille politique. Il y a un choix à faire. Mosso Kodja Pwanga, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo. Au Cameroun, les agents de santé luttent pour stopper une épidémie de choléra qui a fait 13 morts cette semaine à Yaoundé et Ekondo-Titi, ville côtière au nord-ouest de Douala. L'épidémie qui a touché des centaines de personnes survient alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football à partir du 9 janvier. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, relaté par Nathalie Barge. Dans un communiqué publié cette semaine, le ministre de la Santé, Manaouda Malaki, a déclaré que des milliers de personnes à Yaoundé et Ekondo-Titi sont menacées par le choléra. Amos Kome Njikang, médecin en chef de l'hôpital d'Ekondo-Titi, a envoyé des agents de santé sur le terrain pour rechercher les patients atteints de choléra et les transporter à l'hôpital. 4 autres cas sont survenus entre hier et tôt ce matin. Nous avons prévu le transport de nouveaux cas au centre sanitaire de Bamousso. Nous avons également essayé d'améliorer l'hygiène personnelle, le lavage de mains et de tout ce qui est consommé. Nous leur disons comment purifier l'eau avant de la boire. Des centaines de malades ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux de Yaoundé et d'Ekondo-Titi. Le gouvernement a enregistré au moins 13 décès liés au choléra dans les deux villes depuis lundi. L'épidémie survient alors que le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football à partir du 9 janvier. Yaoundé, qui doit recevoir 8 équipes, a signalé au moins 100 cas de choléra. Le maire de Yaoundé, Luc Messi, à Tangana, lors d'une conférence de presse mardi. Le volume des ordures est assez important. La mairie de la ville a fait appel à une trentaine de camions appartenant à des privés pour venir en appui
contre-paiement au nettoyage de la ville. Environ une semaine et demie, la situation sera revenue à la normale. La mairie de Yaoundé améliore l'approvisionnement en eau potable pour empêcher la propagation de cette maladie très contagieuse. Selon le ministère de la Santé, moins de 30% de la population visite les hôpitaux. Les agents de santé exhortent la population à orienter les cas suspects de choléra vers les centres médicaux les plus proches afin de contenir l'épidémie. Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2. Ici à Washington, des écrivains de la diaspora africaine ont présenté leurs œuvres littéraires à leurs compatriotes de la région. Organisée en partenariat avec le restaurant Cavacha, cette nuit littéraire avait surtout pour but de faire connaître les auteurs africains de la région et leurs œuvres, mais aussi réunir toute la communauté africaine pour un partage d'expériences et de valeurs culturelles. Les détails avec Thierry Kaoré. Des œuvres littéraires sur plusieurs thématiques ont été présentées par des écrivains, tous d'origine africaine. Le docteur Gabriel Kanye du Cameroun retrace son parcours difficile jusqu'à sa réussite ici aux États-Unis dans un livre intitulé « De rien à tout ». Je parle de mon enfance, je parle de mon itinéraire scolaire et puis les travaux que j'ai faits pour être invité à la Maison Blanche. Bon, ce que j'attends de la communauté africaine qui vit aux États-Unis, c'est de lire ce livre et chacun doit se retrouver dedans. Dans le même registre, Félix Yempassis Zembrou, originaire de la Centrafrique avec son livre « Il était une fois ma vie », revient sur son enfance, sa carrière de journaliste sous le règne du président et empereur Jean Bédel Bokassa. Donc j'ai essayé à travers cet ouvrage de présenter plusieurs aspects du livre, en commençant par mon enfance, ma vie d'écolier, ensuite ma vie active. Et c'est cet aspect qui est le plus riche parce que il a été marqué par mon passage en tant que journaliste. Du temps d'un président qu'on appelait Bokassa, un président controversé pour certains, et dont j'ai tiré beaucoup d'enseignements. L'entrepreneuriat et la vie de famille ont été également abordés. Safia Touba est originaire du Mali. Elle dépeint les violences conjugales dans deux de ses romans intitulés « Nos maris, ces grands inconnus » et « Nos épouses, ces nantes religieuses ». Les femmes ont tendance à croire que nous sommes les seules victimes des violences conjugales, alors que les hommes aussi ont leur histoire, ils ont leur souffrance, ils ont leur douleur, ils ont leur peine. Mais les hommes parlent moins que nous les femmes. L'ambassadeur de la Centrafrique à Washington, Martial Ndumbu, a salué l'initiative. Vraiment, je suis émerveillé de découvrir que la diaspora africaine aux États-Unis s'exprime aussi à travers les livres. Ces ouvrages ont été écrits en français ou en anglais. Le livre « De rien à tout » du docteur Gabriel Kanye du Cameroun a été adopté par les écoles du comté de Montgomery, non loin de Washington, la capitale. La diaspora africaine à cœur ouvert, lecteurs et écrivains espèrent bientôt se retrouver pour une nouvelle édition. Voilà, avant de se séparer, quelques nouvelles sur le Covid et la COP26. Le Royaume-Uni a annoncé hier être le premier pays à autoriser le Molnupiravir, traitement par comprimé contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire américain Merck. Et concernant la COP, des jeunes descendent dans la rue ce vendredi à Glasgow pour pousser les gouvernements à agir à la fin de la première semaine de la conférence sur le climat. Ils accusent les grands de faire des promesses creuses.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Mohamed Houmfa, Georges Léonard Sagno à la mise en onde et Joubert Al-Taïb à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.